Écoutez, bonjour à tous. Nous allons ouvrir ces travaux avec ce colloque sur les relations économiques, qui est le 6e organisé en 3 ans en matière économique. La Cour d'appel de Paris démontre une fois encore, s'il en était besoin, l'importance qu'elle donne au contentieux économique. Aussi, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette journée qui réunit de nombreux praticiens pour, comme c'est l'usage dans nos colloques, échanger sur l'état du droit applicable, mais aussi réfléchir ensemble aux évolutions souhaitables. Pour ouvrir ce colloque, je souhaite partir d'un rappel. Le droit commun s'oppose au droit spécial. Il rassemble les règles applicables à toutes les situations qui ne sont pas régies par des règles particulières. Également un constat, sous l'effet de la spécialisation du droit, des pans entiers du droit commun des contrats sont tombés sous l'emprise d'autres droits qui, à leur tour, peuvent se trouver hissés au rang de règles de droit commun d'un secteur donné et aussi se trouver concurrencés par d'autres règles. C'est ainsi que si le droit commun des relations commerciales relève du Code civil, le Code de commerce édicte plusieurs corps de règles de droits spéciaux, tels par exemple le droit des sociétés, le droit des entreprises en difficulté. Aussi, parallèlement à l'émiettement du droit commun, se sont étendus les droits transversaux que le juge a également pour mission d'appliquer et de faire prévaloir, tels les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme ou le droit des pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, le droit des pratiques anticoncurrentielles, souvent appelé droit de la concurrence, a une place à part dans ces droits transversaux en plein accroissement. J'illustrerai mon propos sur l'articulation entre droit commun et droits spéciaux par des exemples tirés de son application. Le droit de la concurrence de l'Union fait partie du socle du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est la base même de la construction européenne et le juge national doit relever d'office son application. Le droit de la concurrence peut être qualifié de droit commun des relations commerciales, puisqu'aucun secteur de l'économie ne lui échappe. Il a une vocation d'application générale, certains diront même impérialiste. Il régit par nature toutes les activités de production, de services et de distribution. Seules les activités de puissance publique, les régimes obligatoires de sécurité sociale et le champ des conventions collectives lui échappent, et encore partiellement. En effet, même dans ces champs limités d'exclusion, les conditions pour échapper à son application sont très restrictives. C'est ainsi que si les activités de puissance publique ne sont pas sanctionnables en tant que telles, le principe général de concurrence fait partie du bloc de légalité des juridictions administratives qu'il applique à l'action de l'administration, y compris aux activités de police administrative. De plus, même dans ces domaines d'exclusion, l'exonération n'est que limitée et le moindre interstice permet au droit de la concurrence de s'immiscer. Par exemple, les décisions prises lors de conventions collectives n'échappent pas à l'application du droit de la concurrence que si elles ont pour objet l'amélioration de la condition des salariés ou si elles sont conclues par des partenaires sociaux. Le droit de la concurrence, à vocation transversale, se trouve donc confronté à tous les droits spéciaux régissant les relations commerciales. Droit des baux commerciaux, droit de la propriété intellectuelle, droit des sociétés, droit bancaire et même aux règles de droit commun des contrats. Certes, la relation contractuelle entre deux sociétés ou les pratiques unilatérales de petites sociétés devraient échapper au droit de la concurrence en raison de l'effet de minimis qui impose de ne sanctionner que les relations économiques d'une certaine dimension de nature à affecter sensiblement la concurrence. Mais le droit de la concurrence retrouve son emprise en cas de comportement portant directement ou indirectement sur les prix, partageant ou verrouillant les marchés, quelle que soit la taille des entreprises sanctionnées. On pense aux pratiques anticoncurrentielles par objet et les restrictions dites caractérisées.
Par ailleurs, la théorie de l'effet cumulatif des contrats permet d'étudier l'effet de forclusion sur un marché donné résultant d'une pluralité de contrats identiques qui, pris isolément, n'auraient pas posé de problème de concurrence. C'est ainsi que des clauses de baux commerciaux, par exemple des clauses d'exclusivité, peuvent être étudiées sous le prisme du droit de la concurrence. La circonstance que les baux commerciaux soient régis par un statut d'ordre public ne les soustrayant pas à l'application de ce droit omniprésent. Ce droit de la concurrence s'oppose parfois au droit même des sociétés, droit de propriété ou liberté contractuelle par exemple, ce qui pose la question de la hiérarchisation des droits. C'est ainsi que le droit du titulaire d'un brevet de s'opposer à l'octroi de licence et de défendre son droit exclusif peut s'effacer devant le droit de ses concurrents d'y avoir accès dans certains cas et sous certaines conditions. Il s'agit de la théorie des infrastructures essentielles. De même, la liberté de contracter ou la prohibition des engagements perpétuels peuvent-elles être anéanties par l'obligation des opérateurs en position dominante de contracter avec des partenaires dont l'activité est conditionnée par l'accès aux ressources ou aux infrastructures de l'opérateur dominant. Mais dans les hypothèses où tous ces droits ne s'opposent pas mais concourent à s'appliquer à une même situation, les parties sont parfois confrontées à un choix procédural. Quel droit choisir pour faire triompher leurs prétentions? Faut-il tous les invoquer? Ce choix peut s'avérer ardu en raison de la coexistence des droits spéciaux dans le Code de commerce. Une clause de non-concurrence peut s'analyser au regard du droit commun des contrats, du droit de la concurrence, mais aussi du droit spécial des pratiques restrictives, et notamment l'article L442-6 du Code de commerce. Faut-il instaurer une hiérarchie entre ces droits? Sont-ils exclusifs l'un de l'autre? De même, un refus d'agrément peut être qualifié d'abus de position dominante, mais aussi d'entente anticoncurrentielle ou d'abus de droit. La victime d'une résiliation de contrat doit se poser la question de savoir s'il est plus utile pour elle de saisir le juge de moyens de résiliation abusive ou de rupture brutale. En dépit de la vogue de la rupture brutale des relations commerciales établies, la Cour d'appel de Paris est particulièrement bien placée dans cette problématique puisqu'elle a une compétence exclusive en la matière. Il peut s'avérer plus fructueux, donc là c'est un conseil, pour la victime en termes de réparation, si les conditions de l'abus sont réunies, bien sûr, d'exiger le gain manqué résultant de la non-exécution du contrat par son partenaire que d'obtenir une indemnisation forfaitisée du préavis. Parallèlement à leurs relations conflictuelles, les différents droits se contaminent entre eux, qu'il s'agisse d'une contamination, bien évidemment, entre guillemets, due à la jurisprudence des juridictions ou aux législateurs. C'est ainsi que les règles d'imputation à la société absorbante des infractions commises par la société absorbée, dont l'origine est issue de la jurisprudence des juridictions de l'Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles, se sont étendues du fait du Conseil constitutionnel et des juridictions nationales au domaine des pratiques restrictives de concurrence de l'article L442-6 du Code de commerce. Le législateur lui-même instaure des ponts entre les droits en généralisant des règles de droit sectorielles. Un bon exemple est donné par la pratique consistant à imposer à un partenaire des relations déséquilibrées. Cette notion née du droit de la consommation a été importée en droit commercial, puis en droit commun dans le nouveau Code civil. Cette influence des droits communs et spéciaux, les uns sur les autres, recouvre aussi malheureusement des incohérences. Ainsi, la jurisprudence donne-t-elle à la notion d'activité commerciale une définition différente de celle des articles du Code de commerce. Les professions libérales et plus généralement les professions réglementées sont exclues du champ d'application de l'article L442-6 du Code de commerce
tandis qu'elles ne le sont pas concernant le champ d'application des articles L421 et L422. Il en résulte donc, pour les praticiens et les juridictions, une complexité du droit qui confine parfois, oserais-je le dire, à une certaine illisibilité. C'est l'objet du colloque. C'est pourquoi je vous invite à réfléchir ensemble à l'articulation du droit commun et des droits spéciaux et à tenter par des propositions constructives de dépasser des résistances propres à des chapelles, entre guillemets, de praticiens. Pour accompagner cette réflexion à partir de l'état du droit positif, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir pour ouvrir la journée Monsieur le directeur des affaires criminelles et du sceau, des affaires civiles et du sceau, Il y a une telle place du droit criminel dans le droit et on est tellement heureux que Monsieur le directeur des affaires civiles soit présent, qui évoquera naturellement la place de la chancellerie dans l'élaboration du droit économique. Et c'est vrai que la chancellerie, ces derniers temps, a pris une place extrêmement éminente avec la transposition de directives qui étaient très très attendues par l'ensemble des praticiens et les juridictions. La Cour d'appel remercie très sincèrement Monsieur le directeur des affaires civiles et du sceau et chacun d'entre vous, d'autant que votre présence, Monsieur le directeur, témoigne de l'importance que vous accordez au sujet et je ne peux que me faire l'écho, au contraire des échanges constants entretenus entre la direction que vous dirigez et la Cour. Madame le professeur Muriel Chany, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin, directeur du Master 2 de droit de la concurrence et des contrats, je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité et vous savez que vous avez largement contribué à l'organisation de cette journée et vous poserez dans un rapport introductif les termes de la réflexion, ils sont nombreux. Je ne vais pas les aborder, c'est vous qui les aborderez. Pour évoquer les relations hors marché, il y a une première table ronde en fait ce matin. Je remercie tous les intervenants de cette première table ronde qui sont ce qu'on pourrait appeler des théoriciens, des praticiens et qui sont absolument incontournables et qui se sont beaucoup investis en fait dans l'organisation de ce colloque. Donc il y a deux professeurs de droit, Monsieur Laurent Godon, professeur à l'université de Rennes 1, qui a beaucoup écrit sur la société par action simplifiée. Il y a Monsieur Philippe Roussel-Gall de Rennes, de Paris 5, Sorbonne, Paris-Cité, grand spécialiste en la matière. Nous n'avons d'ailleurs que des spécialistes. Un avocat spécialisé, Maître Melka, et deux magistrats de la Cour, Madame Marie-Christine Hébert-Pajot, présidente de chambre, et Madame Isabelle Roire-Messager, conseiller. La première table ronde de l'après-midi sera consacrée aux relations du numérique. Elle réunira 3 intervenants qui, chacun à leur place, s'intéressent spécialement à la matière. Il y a donc Maître Gilles Verken, avocat spécialisé, qui échangera avec Madame Marie Even, directrice juridique de la plateforme Cdiscount, et m'a-t-on dit bientôt secrétaire général de cette plateforme, et Monsieur Pierre-Yves Gauthier, professeur de droit privé à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, qui a déjà écrit sur le sujet et qui n'est plus à présenter. Je les remercie chaleureusement du temps et de l'énergie qu'ils ont bien voulu consacrer à cet événement. La dernière table ronde de la journée sur les relations du marché sera tenue par Monsieur Gaël Chantepie, professeur à l'Université de Lille, Maître Yann Hunschneider et Madame Irène Luc, présidente de chambre, tous 3 d'éminents spécialistes dans le domaine, le droit de la construction, le droit de la distribution, le droit, c'est pas tout à fait le thème, le droit de la consommation et le droit de la concurrence. Je les remercie également très sincèrement de leur présence
et de leur aide à la réflexion collective. Et je dois dire pour l'ensemble des participants que c'est un colloque qui a été préparé depuis plusieurs semaines avec l'ensemble des intervenants sur un mode collaboratif. Et ce qui explique qu'il y aura une très très bonne articulation entre l'ensemble des intervenants. Enfin, pour faire la synthèse des travaux, qui ne manqueront pas, j'en suis persuadée, d'être particulièrement riches, je remercie très vivement Monsieur Michel Germain, qu'on ne présente également plus, professeur émérite à l'Université Paris II Panthéon-Assas et président d'honneur de l'École de droit et de management de Paris. Je vous souhaite d'excellents travaux et une très belle journée. Monsieur le directeur.